Retrouvez chaque vendredi à 12h30 les meilleurs gérants de la place autour d'Hubert Tassin sur Décideur TV. Bonjour les décideurs de la gestion, vendredi midi et demi, le rendez-vous est hebdomadaire, nous faisons le point sur l'évolution des marchés financiers dans la semaine ou sur plus longue période, nous ajustons les stratégies et nous essayons de tirer des conclusions. J'ai à côté de moi Xavier Dornelas qui est le responsable de la gestion flexible chez Amplegest. Alors nous parlerons d'Amplegest et de ses méthodes, la gestion flexible vous la définiriez comment déjà ? Alors la gestion flexible, ça correspond en fait à une demande des clients, c'est-à-dire une gestion qui soit souple et qui s'adapte à la réalité à la fois macroéconomique. C'est dans le nom. C'est dans le nom, absolument. En disant mon nom, et surtout la réalité boursière, voilà, parce que beaucoup de clients ont été maintenant échaudés par la volatilité et donc ils cherchent des véhicules qui lissent un peu ces mouvements de marché. On va y revenir parce que vous faites une gestion flexible, mais vous avez une vision de moyen et de long terme. Absolument, oui, on peut être flexible, mais il faut quand même garder un cap, sinon on va nulle part. Sinon on va nulle part. Alors, actualité, vous en avez l'habitude, hein, on commence par l'actualité. Alors, les marchés ont été un peu secoués, bon, éventuellement, davantage au Japon, mais on va y revenir, sur les incertitudes sur la politique de la Fed et éventuellement de la Banque du Japon. Il y a des scénarios, il y a des risques de cassure pour les marchés autour de ça? Alors, des risques de cassure, c'est un peu tôt pour le dire. Juste un mot sur les problèmes de politique monétaire. Donc, il y a visiblement un débat à la Fed sur savoir quand est-ce qu'il faut arrêter le quantitative easing, sachant que le quantitative easing aujourd'hui, ça n'est plus tellement mettre des liquidités sur le marché que d'assurer la liquidité, la circulation de la liquidité sur le marché pour que le gouvernement américain puisse refinancer son déficit budgétaire. Ça, c'est le premier point. Au Japon, je pense qu'ils ont fait une première salve et qu'ils attendent de voir. Voilà, ils ont été très forts. 10% du PIB, c'est quand même pas tout à fait négligeable. Maintenant, ça s'est très vite traduit dans les statistiques macroéconomiques. Oui, ça ne s'est pas traduit que à la bourse. Pas que à la bourse, voilà, exactement. Donc, risque de cassure des marchés, je pense qu'il faut voir les choses de façon peut-être un peu plus prosaïque. On était monté très vite, pratiquement à la verticale, notamment au Japon. Il est temps qu'on se repose un peu et qu'on y voit un peu plus clair. Voilà. Alors deux choses. Vous dites la Fed commence à réfléchir à son discours. Est-ce qu'ils envoient en fait des messages au marché pour préparer à ce que ça se passe moins bien? Est-ce que des membres de l'open market lancent des idées comme ça ou il y a vraiment un cap qui pourrait changer? Alors, il y a un cap qui pourrait changer, parce qu'il faudrait être aveugle pour ne pas voir que le débat s'intensifie. Au départ, c'était un ou deux membres des Fed régionales qui disaient que maintenant, il était temps d'arrêter. Maintenant, on voit que dans les dernières minutes de la Fed, on voit quand même qu'il y a un vrai débat. Maintenant, l'objectif qui est affiché par la Fed, c'était un chômage à 6,5%. On est à 7,5%, enfin, on est maintenant en baisse assez nette. La question, c'est quand est-ce que les marchés vont commencer à anticiper? Est-ce qu'ils attendent 6,6, 6,9, 7,2? C'est ça la vraie question. C'est la question suivante, c'est que souvent, il arrive que les politiques monétaires soient déjà prises en compte par les marchés obligataires, par le marché de l'argent, et ça n'a pas l'air d'être le cas pour le moment. Quand même, on constate quand même qu'au-delà du 5 ans, les taux américains commencent à se tendre et se tendent régulièrement. Ça veut dire que la courbe se repentifie, ce qui est toujours une bonne nouvelle du point de vue. Ce qui est une bonne nouvelle macroéconomique. Voilà, et ce qui peut être une bonne nouvelle du point de vue des marchés financiers. Je pense qu'il y a un problème de fond, c'est que sur les marchés obligataires aujourd'hui, il n'y a plus de valeur. Oui. Voilà, donc de toute façon, il faut recréer. Oui. Voilà, il faut retrouver. Mais alors, donc, pas de risque de cassure, ça veut dire que il n'y a pas quelque chose qui un matin peut remettre en cause tout le scénario de reprise, de sauvetage des banques par les banques centrales, etc. Non, ça je crois pas. Ça, je crois que ça c'est derrière nous. Le risque de cassure, il est sur les marchés de taux. Oui. Ça, je pense quand même que on est à un plus bas historique depuis 1700 et des poussières. Il n'y a plus rien à gagner. Ah oui, quand ça rapporte zéro, ça rapporte zéro. Oui, voilà, mais ça rapporte plutôt moins quelque chose d'ailleurs. Pour le moment, on paye pour les... Alors, vous avez parlé un peu du chômage américain. Petit tour de la croissance mondiale qui se révise plus. La croissance mondiale est révisée très légèrement à la baisse, mais quand même à la baisse. Alors, on peut faire un petit tour du monde. Bon, le moteur, c'est les États-Unis. C'est un vrai moteur? Alors, nous pensons que c'est un vrai moteur. C'est-à-dire que quand on fouille un peu à l'intérieur, on s'aperçoit quand même que l'activité de la sphère privée est forte et de plus en plus forte. Alors ça se traduit par les chiffres de demande d'allocation chômage, ça se traduit par le marché de l'immobilier. Oui, ce qui a été le début de la crise, donc c'est celui qu'on regarde beaucoup. Voilà, exactement. Ça se traduit par les commandes de biens d'équipement au Japon et à l'Allemagne.
Donc il y a un certain nombre de facteurs concrets. Ce n'est pas seulement une mise sous respiration artificielle qui fonctionne. Non, je crois qu'on a passé ce stade. Voilà. La respiration, le respirateur artificiel il est probablement plus pour le gouvernement américain que pour l'économie elle-même. Voilà. Alors, néanmoins, on a plutôt révisé la rapidité de cette reprise américaine à la baisse. Quand vous avez un gouvernement qui pompe un demi-point de PIB régulièrement, oui. C'est normal qu'on révise à la baisse. Moi, je dirais qu'il faut regarder peut-être le problème à l'envers, c'est de se dire, c'est quand même une économie qui arrive à absorber un demi-point de PIB. Je pense qu'en France, on sera très content d'être dans la même situation. Bon, alors on va faire le tour. Donc le Japon. Alors le Japon, je crois que le Japon, enfin tous les signaux aujourd'hui sont convergents. C'est que M. Abe visiblement a réussi à susciter un choc de confiance. Voilà. Donc il y a un choc de confiance. Alors la Chine et puis l'ensemble des émergents. Alors la Chine, en fait les émergents, il y a deux types d'émergents. Il y a ce qu'on appelle les BRIC, qui sont tous dans une situation économique difficile, soit parce que... Crise de croissance plutôt. Oui, une crise de croissance ou une transition. L'Inde ou le Brésil, c'est la crise de croissance ou... C'est plus une crise de croissance. En Inde, les politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord, donc ça bloque toujours les choses. Mais souvent, d'ailleurs, la politique, c'est une bonne occasion d'achat. Donc, c'est peut-être un pays qu'il faut reconsidérer. En Chine, il y a toujours un problème d'inflation et de où est-ce qu'on va... On pensait que les aides, le soutien à l'économie porterait plus qui ne porte. Oui, c'est exactement ça. Je crois en fait que les Chinois, en fait, plutôt que d'essayer de favoriser la transition de leur économie, ont déclenché un plan de relance massif il y a 2 ou 3 ans. Et que ce plan de relance, en fait, n'a pas les résultats escomptés. Comme tous les plans de relance, il y a un moment où ça s'arrête. Bon. Et comme il n'y a rien pour prendre le relais... Voilà. Par ailleurs, il faut probablement oublier les 12, 13, 14% de croissance annuelle que... oui, c'est-à-dire que quand vous partez de rien, vous pouvez grimper à 25%. Maintenant, c'est quand même la première ou la deuxième économie du monde. On ne peut pas attendre ces taux de croissance. Donc, ce ne sont pas la Chine et les émergents qui vont être le moteur de la croissance mondiale. Non. Non. Par contre, du point de vue boursier, on peut raisonnablement anticiper qu'il y a un moment où ils vont profiter eux aussi de l'abondance de liquidités et d'une augmentation de l'inclinaison au risque. Ça, c'est un facteur qui est... Bon, alors le mauvais élève, l'Europe. Le mauvais. L'Europe, quand on regarde les statistiques de production industrielle, ce qui se passe en Espagne ou en Italie, même dans une certaine mesure en France, on se dit qu'on est probablement en train de toucher le fond, voire on ne l'a pas touché. Il ne faut pas oublier quand même que les indicateurs de chômage sont plutôt des indicateurs retardés que oui, parce qu'effectivement, l'actualité du jour, c'est le chômage, notamment en France. Mais vous pensez que le point bas qu'on espérait au premier semestre, ça reste d'actualité. C'est pas pour ça que ça va reprendre violemment au second semestre. Non, mais ça reste d'actualité. En Espagne, les choses ont cessé de se dégrader. Ils ont fait quand même un effort extrêmement violent en matière de compétitivité. On voit aussi qu'il y a des phénomènes qui sont importants, si vous voulez. C'est qu'on voit que les jeunes Espagnols, ça ne les dérange plus de partir en Allemagne ou en Europe du Nord parce que c'est là où il y a du boulot. Et puis avec leur savoir-faire, un jour, ils reviendront chez eux. Donc je pense qu'il y a tous ces phénomènes-là. Il y a M. Hollande qui maintenant ne parle que de compétitivité. Est en train de devenir des États-Unis d'Europe un tout petit peu, donc, dans la mentalité. Voilà. Moi, je me souviens, il y a très longtemps, au début de ma carrière, je gérais une SICAV dont le président était un capitaine d'industrie très connu. Et il avait coutume de dire que l'espéranto était quelque chose d'abandonné, mais que c'était aujourd'hui l'anglais, que donc tout le monde apprendrait l'anglais et sa langue maternelle. Il avait bien raison. Voilà, y compris les Anglais. Oui, c'est parce que c'est pas le même anglais. Et voilà, exactement. Donc je pense qu'il y a ces phénomènes-là qui se mettent en place. Et alors là, vous dites la politique, c'est des bonnes occasions d'achat. L'Italie, les élections allemandes, ça donne des points d'entrée pour Moi, je pense que oui, ça donne des points d'entrée. Oui, parce qu'il faut quand même voir que la plupart des sociétés qui composent les indices sont des sociétés internationales et qu'après tout, c'est vrai que personne ne se réjouit de ce qui se passe en Europe, mais elles ont la capacité à se développer à l'étranger. Donc on est à des niveaux de valorisation qui sont aujourd'hui très en retard par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Donc si on reprend ne serait-ce que 2 points de PER, et voilà, ça fait une hausse tout à fait considérable. Ça suffit. Voilà. Alors, actualité toujours, donc ces chutes boursières à répétition à Tokyo, alors c'est très impressionnant, des 7, des 5%. Oui. Est-ce que c'est la fin d'une hausse, une consolidation, ou la fin même de la fameuse, non, je pense de la prime sur AB? Non, je pense que c'est vraiment une consolidation. Il faut quand même...
il faut quand même voir que le marché japonais, ça fait 25 ans qu'on l'avait oublié, que vous aviez plus que un gros 30% de la cote qui était vraiment suivi par les analystes. Donc ça veut dire que 70% des entreprises... Il faut ramer pour, voilà, exactement. Pour revenir dans le... Et puis après, il y a des mouvements de marché. Vous avez une valeur qui est une valeur de jeu dont le nom m'échappe actuellement, mais qui a quand même fait 70% de la hausse du Nasdaq japonais ces derniers temps. Donc si vous voulez, qu'on revienne donc, à des... on est en consolidation. On est en consolidation. Plus de 70% de hausse, on voilà. en rend 10%, c'est pas, ça ne remet pas en question. Néanmoins, on regarde les effets de la politique AB au deuxième stade, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, mais ce que disent les gens qui sont sur le terrain, c'est qu'ils n'ont jamais vu des managements aussi enthousiastes et aussi dynamiques, ce qui n'était pas le cas au dernier plan de relance. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que beaucoup d'entreprises se préparent à augmenter les salaires et à distribuer des primes, ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs années. Et puis, il y a des particularités. Au Japon, il faut savoir que le taux d'IS est à 50%. C'est un souvenir de M. Roosevelt et du New Deal. Donc, il y a de la marge. Oui, si vous voulez. Il y a de la marge. Voilà. Dernier point d'actualité, les matières premières, on a l'impression que c'est complètement oublié, que finalement, on a baissé sur des prix records, et là, même le pétrole, ça ne bouge plus tellement. Ça peut chauffer au Proche-Orient, on s'en fiche. C'est vraiment... Je crois qu'en fait, sur les matières premières, c'est probablement l'actif qui monte le plus vite dès qu'il y a un afflux massif de liquidités. Les liquidités recommencent à circuler dans l'économie. Donc déjà, ça fait un peu moins pour aller sur les matières premières. Et puis, je crois qu'il y a eu une spéculation considérable qui a duré 3 ans. Et donc, c'est un retour à la moyenne qui, comme dans ces cas-là, est toujours assez violent. Et c'est comme classe d'actifs, vous regardiez ça ? Alors, c'est quelque chose que nous regardions, mais c'est pas quelque chose. C'est quelque chose qui est très difficile à prévoir, si vous voulez. Si vous avez de l'or en portefeuille, vous avez de l'or en portefeuille, c'est tout. Ça ne vous rapporte rien, et même ça vous coûte un petit peu d'argent, parce qu'il faut bien le garder quelque part. Oui, absolument. Bon, sauf envisager le pire, une monnaie qui s'effondre, qui disparaît, comme c'était... Mais seulement, il ne faut pas avoir d'or papier. Et voilà, et il ne faut pas avoir d'or papier, exactement. Donc, oui. Bon, donc c'est pas quelque chose que nous privilégions dans nos portefeuilles. Et justement, les matières premières agricoles, des choses comme ça, non. Alors, les matières premières agricoles, c'est un peu différent, mais nous préférons les jouer par des sociétés qui sont directement liées à... parce qu'elles lissent les variations de cours. Donc, dans les décisions de la gestion, on a recommandé il y a 2 mois Potash, qui était exactement... Oui, voilà, c'est ça, oui, ou des sociétés comme Monsanto. Voilà. Bah oui, évidemment, en France. Voilà, puisqu'on en a une, il faut quand même... Oui, qui est une société... Bien, alors, deuxième chapitre, gestion. Alors... Bon, c'est la première fois que vous venez dans cette émission. Explication de votre processus de gestion, d'autant que quand vous me l'avez présenté, je l'ai trouvé assez original. Ah bon, bah écoutez, c'est gentil. Alors, en fait, nous avons voulu développer quelque chose qui soit extrêmement robuste et qui puisse s'adapter ou que nous puissions adapter très vite à la réalité de la situation et des marchés. Donc, nous avons d'abord une grille d'analyse macroéconomique qui suit en fait 4 points principaux et qui sont toujours les mêmes, qui est le cycle de liquidité, donc ça, c'est l'évolution des politiques monétaires. Le cycle de croissance économique, parce que ça permet de donner une indication sur ce que seront les résultats des sociétés. Enfin, où va l'argent? Est-ce qu'il va aux actionnaires ou est-ce qu'il va aux autres stakeholders? Le partage de la richesse. Voilà, exactement. Et puis enfin, l'inclinaison au risque ou l'aversion au risque des investisseurs. Des investisseurs eux-mêmes. Bon, donc il y a un petit côté, marché pur. Oui, il y a un petit côté marché pur. Et c'est pondéré également? Alors, aujourd'hui, ce qui est le plus pondéré, et à juste titre, c'est le cycle de liquidité. Oui, cash is king. Voilà, exactement. Exactement, c'est exactement ça. Donc, c'est le cash qui, effectivement, détermine tout le reste. À partir de ces 4 critères, vous analysez quoi? Alors, nous analysons, en fait, par grande zone géographique, c'est-à-dire États-Unis, Europe, principalement zone euro, Japon et pays émergents, de cette grille d'allocation, de cette matrice d'analyse découle une grille d'allocation qui est une grille tout à fait théorique. Parce que vous savez comme moi que souvent les plus grands économistes peuvent avoir tort très longtemps parce que les marchés ne pensent pas comme eux. Voilà. Exactement. Donc, de cette grille qui bouge assez peu, qui est quelque chose que nous regardons au mois le mois. Au mois le mois, donc effectivement vous êtes dans le long terme. Oui, on est dans le long terme. Il faut vraiment qu'il y ait un mouvement extrêmement brutal comme ce qui s'est passé au Japon récemment pour que là on change un peu. Voilà, ouvre, exactement. Et ensuite on adapte toute cette grille. Enfin, on a une grille de lecture qui sont les mêmes paramètres, mais cette fois vue par le prisme marché. Voilà. Donc la circulation de la liquidité, si vous voulez, ou la liquidité, c'est le momentum des marchés, c'est la volatilité, la croissance, c'est la valorisation. Alors donc sur chaque marché, ça vous donne une allocation entre le cash, les obligations et les actions. Grosso modo, c'est ça. Plus
il y a une partie matières premières et or, mais qu'on est obligé de recombiner pour des raisons réglementaires dans les actions. Donc en fait, oui, on détermine... Oui, puisque dans vos fonds, vous n'avez pas de matières premières non, on n'a pas le droit. Ou d'ETF ou de choses comme ça. Donc si vous achetez, comme on dit, de la matière agricole, vous achetez du potash ou du Monsanto. Exactement, voilà. Et cette grille d'analyse macroéconomique, elle nous permet de déterminer un portefeuille par grande zone géographique. C'est-à-dire, sur les États-Unis, j'obtiens une grille d'allocation qui est faite pour un Américain qui n'investirait qu'aux États-Unis et qu'en dollars. Voilà. Idem pour le Japon, pour les pays émergents. Alors voilà. Alors votre position par grande zone aujourd'hui. Oui. Alors, je dirais que globalement, peut-être à l'exception des marchés émergents, mais c'est un point qui remonte doucement, nous sommes majoritairement en action. Ça, c'est toujours, dans tous les cas, ça va de 75% à 60% selon les zones. Donc voilà. C'est important. Oui, c'est important, absolument. Alors, on retombe sur ce qu'on disait au début, c'est que de toute façon, dans les obligations, il n'y a plus de valeur. Donc il faut trouver des obligations pour lesquelles on peut faire du portage. Malheureusement, il y en a de moins en moins. Donc ça devient assez délicat. Et puis sur les actions, par contre, il y a aujourd'hui énormément de choses à faire. Alors on s'arrête. Sur les obligations, le fameux high yield, ça ne vous tente pas? Ça semble plus... Le risque est mal rémunéré, grosso modo, c'est ça que ça veut dire, si vous en avez en global, oui. Il faut faire du credit picking, si vous voulez. Voilà, il faut aller chercher des situations qui sont bien particulières. Donc c'est à nouveau de l'analyse financière, comme pour les actions. Exactement. Alors ça, c'est dans les 4 zones. Oui. Et alors, ensuite, comment vous choisissez la pondération des zones? Alors, ça, c'est relativement simple, puisque nous avons 3 fonds avec 3 indices différents, et donc nous pondérons ces zones en partant de l'indice de référence. Oui, et puis vous ajustez. Voilà. Donc pour notre fonds patrimonial, qui est limité à 35% en actions, on a le MSCI World comme référence. Voilà ce qu'on utilise pour pondérer les zones. Donc aujourd'hui, dans les 4 zones, vous êtes actions, mais vous êtes plus actions où et moins actions où, si Alors on est plus actions aux États-Unis et au Japon. On est de plus en plus actions en Europe. Et dans les pays émergents, ça progresse lentement. La dérivée seconde s'est retournée, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Voilà. Il n'est pas encore temps d'appuyer sur l'accélérateur. Et les pays émergents, c'est d'abord les BRICS ou est-ce qu'il y a de l'Afrique? Je sais pas. Voilà. Alors, non, on n'est pas dans les marchés frontières, mais par contre, on a investi à travers des stock pickers. C'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses dans ces pays. Mais le Mexique, par exemple, pour vous, c'est un marché émergent ou c'est un marché de frontière, justement? Non, oui, c'est un marché de frontière au sens où c'est une dérivée des États-Unis, si vous voulez. Voilà. Mais ceci dit, vous avez des sociétés au Mexique qui se développent dans toute l'Amérique latine. Vous êtes en stock picking sur ces zones-là. Voilà, exactement. Alors, sur les pays émergents où on n'a pas de prétention à connaître ces marchés, là, on utilise des fonds de gens qui ont un track record. À quel moment il faut faire quoi et qui peuvent trouver une fameuse société japonaise. Le cas de l'or, quand même, puisque vous dites que c'est quand même parmi les 4 vecteurs d'investissement, vous avez quand même l'or. Alors, on a l'or, mais aujourd'hui, on n'en a pas dans les portefeuilles. Voilà une réponse. C'est aussi simple que ça. Dans nos fonds, il est noté, mais il a une mauvaise note. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne voit pas quel est l'intérêt de détenir de l'or dans un portefeuille, sauf si vous voulez prendre en compte le risque géopolitique. Mais jusqu'à ce qu'ils viennent en Europe, il va falloir un petit peu de temps. Comme vous disiez, ça consiste à avoir des Napoléons pour aller acheter sa baguette. Exactement. Vous passez la frontière avec des Napoléons dans sa ceinture, mais je pense que là, on n'y est pas encore, si vous voulez. Donc, il y a eu un moment où l'or, il y a un moment on a cru que le système bancaire allait sauter. Et voilà, on là, disait, c'est différent. Il y a une monnaie qui est gérée par personne et elle fait moins de bêtises que les copains. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Mais là, on n'est plus du tout dans cette situation, si vous voulez. Donc, a priori, il n'y a pas de... Il y a ça, et il n'y a pas non plus une inflation débordante qui a l'air de s'annoncer. Voilà. Puis comme vous disiez, il y a le problème de l'Inde, l'Inde ayant des problèmes et l'Inde étant l'acheteur d'or le plus important. Nous, on n'achète pas du tout, pour le moment, le scénario d'une accélération de l'inflation, voire d'une bascule dans l'hyperinflation, parce que d'abord, il n'y a pas que la création monétaire pour développer l'inflation, ça c'est le premier point, il faut un certain nombre d'autres facteurs. Il faudrait des salaires. Oui, il faudrait des salaires, il faudrait la demande, il faudrait une très forte baisse de la valeur de la monnaie vis-à-vis des autres. Mais comme toutes les monnaies baissent les unes vis-à-vis des autres, il n'y a pas vraiment de décalage qui se crée. Et puis, le deuxième point, si vous voulez, c'est qu'il ne faut pas oublier que maintenant les marchés obligataires sont là pour envoyer des avertissements très sévères au gouvernement. Donc, alors juste un petit tour, non plus des économies, mais des bourses. Depuis le début de l'année, on a des très fortes hausses quand même des marchés américains, du marché suisse, 16-17% et encore plus aux États-Unis. Sans doute, ça reste quand même des marchés qui sont achetables.
Alors, c'est très différent les deux, bien sûr. Oui, non. C'est-à-dire que, bon, 17% aux États-Unis, 37% au Japon, ça dépend des indices, c'est quand même des marchés sur lesquels on peut rester investi. Oui, il suffit de regarder les PER et les révisions d'estimation de bénéfices. Et vous voyez qu'aux États-Unis, on est plutôt dans la partie basse des valorisations historiques. Donc là-dessus, moi personnellement, je n'ai aucune inquiétude. Et chez nous, il n'y a pas un avantage de l'Europe, justement, avec un momentum aujourd'hui, avec des performances quand même plus faibles, même si on a le second marché allemand qui a beaucoup monté, par exemple, donc les fameuses entreprises moyennes allemandes. Oui. Mais... Alors, à l'exception de l'Allemagne, qui est sans doute la meilleure performance de la zone euro, le reste du continent a quand même beaucoup de retard, si vous voulez. Mais on voit quand même sur les deux grandes économies de la zone euro, c'est-à-dire l'Italie et la France. Je pense que le retard est équivalent. Le retard en France, il est probablement encore plus fort. Je crois en fait que... Curieusement, parce qu'en Italie, il n'y a pas de gouvernement, mais il y a une stratégie, alors qu'en France, il y a un gouvernement et l'impression qu'il n'y a pas de stratégie. Voilà, alors justement, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que là, en fait, les investisseurs regardent le marché français avec les lunettes roses. Et là, pour le moment, ils n'y voient pas grand-chose, si vous voulez. C'est une jolie expression. Voilà. C'est pas encore... Mais nous considérons qu'il y a beaucoup de... Donc, dans une approche d'allocation d'actifs globale, vous respectez les pondérations, vous êtes un peu surinvesti en Europe par rapport au Japon, aux États-Unis? Alors, on est très investi au Japon et on est... Vous restez très... Oui. Donc ça fait un moment, vous avez bien pris la hausse. Oui, alors on a eu de la chance. Justement, notre matrice et notre grille d'allocation nous a donné un signal très fort. Oui, quand d'autres quantitatifs étaient exactement en position inverse. Voilà. Mais si vous voulez, c'est l'avantage d'avoir une grille de lecture simple, c'est qu'on n'est pas obligé de redémonter tout le mécanisme. Donc vous êtes plutôt surinvesti au Japon? Voilà. Surinvesti au Japon et probablement par rapport à beaucoup surinvesti en Europe. En plus, nous avons une gestion européenne qui est de très bonne qualité. C'est votre métier. Voilà, donc ce qui nous aide beaucoup dans la compréhension de ce qui se passe en Europe. Et dans les secteurs, il y a des drivers Oui, alors ce qu'il faut voir, si vous voulez, c'est qu'on a... Alors c'est tarte à la crème, mais c'est la stricte vérité, ça se traduit dans les chiffres. L'Oréal, Essilor ou Beiersdorf sont des gens qui tirent une croissance phénoménale des pays émergents. Donc voilà, on vient à l'Inde. Moi, je me souviens avoir visité Bombay on avait rencontré le patron de L'Oréal qui disait la preuve du succès, c'est qu'il y a 2 ans, je vendais des sachets de shampoing et aujourd'hui, je vends des bouteilles. Voilà. C'est une illustration. Donc, on surfe toujours quand même sur l'émergence de nouvelles clientèles. C'est ça une classe moyenne. Une classe moyenne mondiale. Voilà, exactement. Vous allez en Afrique, vous vous apercevez que tout le monde a un téléphone portable. Tout à fait. Voilà, et ce qu'on appelle les cycliques, c'est quelque chose qui... Alors les cycliques, pour le moment, nous on est plutôt sur ce que j'appelle les cycliques douces, c'est-à-dire des cycliques mais qui sont intermédiaires. Pas de cimenterie, pas d'automobile, pas encore. Mais ça va venir, parce que regardez aux États-Unis, par exemple, l'âge moyen du parc automobile est de 10 ans. Alors, dernier secteur, la banque et la finance, qui est un secteur sur lequel il y a eu des chocs, on peut le dire, des rebonds. Alors, nous sommes assez positifs sur les services financiers, parce que ça, c'est quelque chose qui est appelé à se développer. Sur les banques, c'est très compliqué parce qu'on n'a jamais très bien compris comment se faisait le résultat, comment était construit un bilan. Et ce qui est clair, c'est que tant que les règles du jeu ne sont pas définitivement arrêtées, c'est un business model qui n'est pas tout à fait stable. Donc ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Mais les niveaux de valorisation sont très très bas. Ça sera le mot de la fin. Xavier Dornelas, merci. Et rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Au revoir.